Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information. Au titre de l'actualité, aujourd'hui, Ben Saleh rappelle la nécessité d'adapter le système d'action arabe commune aux exigences de l'heure. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah supervise l'accostage de Khaled bin Abbas. 9 terroristes du principal groupe extrémiste tunisien, la brigade Uqba bin Affa, ont été abattus. La guerre s'installe au Yémen après l'intervention militaire de la coalition arabe. Ligue arabe, accord sur le principe de la création d'une force militaire conjointe. Nous débutons ce journal avec les déclarations du représentant du président de la République à la 26e session du sommet arabe, Abdelkader Ben Saleh, qui a souligné samedi à Sharm el-Sheikh la nécessité d'adapter le système d'action commune aux exigences de l'heure en prenant une méthodologie qui repose sur l'efficacité dans la prise en charge des préoccupations des populations arabes. En tête des menaces qui pèsent sur nos pays, celles que représentent les organisations terroristes qui se sont faufilées dans notre région arabe, a soutenu M. Ben Saleh à la 26e session du sommet arabe. Des groupuscules qui se sont développés au point de s'autoproclamer État et armée trouvent leur financement notamment dans l'argent des rançons, des ressources naturelles accaparées et dans le trafic d'armes et de drogue, a précisé M. Ben Saleh. Évoquant l'expérience de l'Algérie, M. Ben Saleh a rappelé que l'Algérie, qui a souffert une décennie entière des affres du terrorisme, n'a eu de cesse de mettre en garde contre ce fléau, ajoutant que l'approche algérienne pour éradiquer ce phénomène transnational ne s'est pas limitée à la dimension sécuritaire. Elle a aussi englobé la relance du dialogue et de la réconciliation nationale en proposant des alternatives et des stratégies globales. M. Ben Saleh a émis le souhait que le Centre des Nations Unies pour la lutte antiterroriste accède à la requête du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur, lors de sa dernière réunion à Alger, a programmé une rencontre internationale consacrée à la lutte antiterroriste en vue d'examiner ce phénomène et proposer les moyens de le contrer. Concernant la crise en Libye et les efforts considérables pour son règlement, il a indiqué que l'Algérie a consenti des efforts colossaux dans le cadre du mécanisme des pays voisins pour rapprocher les vues des antagonistes libyens et réunir les conditions idoines pour rassembler toutes les parties à l'exception des groupes terroristes. Pour ce qui est de la crise syrienne, le responsable algérien a regretté que le conflit dans ce pays perdure sans qu'aucune perspective de règlement n'apparaisse et que la situation se dégrade de plus en plus, tant sur le plan sécuritaire qu'humanitaire, réitérant l'appel de l'Algérie à l'intensification des efforts en vue d'une solution politique au conflit dans ce pays. Concernant les développements de la situation au Yémen, M. Ben Saleh a appelé les antagonistes à renoncer à la violence et aux positions radicales et à reprendre le dialogue sur la base des règles du processus politique et des recommandations de la conférence du dialogue national inclusif. Évoquant la question palestinienne, M. Ben Saleh a appelé la communauté internationale, précisément le Conseil de sécurité de l'ONU, à assumer sa responsabilité pour faire obligation à Israël de se conformer à la légalité internationale. Pour l'Algérie, a enchaîné M. Ben Saleh, le règlement du conflit arabo-israélien passe par une paix juste et globale sur la base du retrait israélien des territoires palestiniens et arabes occupés et l'instauration d'un État palestinien avec sa capitale Al-Quds sur les frontières de 1967, conformément aux décisions de la légalité internationale et l'initiative de paix arabe. Pour conclure, il a exprimé la satisfaction de l'Algérie quant aux avancées concrétisées par l'Égypte dans son processus démocratique, rendant hommage au gouvernement égyptien pour ses efforts visant à conforter ses acquis par la consolidation du développement. M. Ben Saleh a enfin réaffirmé la solidarité totale de l'Algérie avec la Tunisie, peuple et direction dans sa lutte contre le terrorisme. Politique, le ministre délégué chargé des affaires maghrébines et africaines Abdelkader Ben Saleh a rappelé samedi à Alger la position constante de l'Algérie de soutien au principe de l'autodétermination des peuples à travers l'organisation d'un référendum. M. Messahel a souligné lors d'une audience qu'il a accordée au représentant du personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental Christopher Ross, dans le cadre de sa tournée dans la région, l'impératif d'une sérieuse prise en charge des problématiques liées aux droits de l'homme et à l'exploitation illégale des ressources naturelles du territoire du Sahara occidental. L'entretien a porté sur l'évolution et les perspectives du dossier du Sahara occidental à la veille de son examen par le Conseil de sécurité de l'ONU en avril prochain. M. Messahel a en outre fait part des dernières déclarations et communiqués de l'Union européenne, du Parlement européen et du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui mettent en exergue le principe de la mise en œuvre diligente des résolutions pertinentes de l'ONU et du Conseil de sécurité. Il a à cet égard rappelé le rôle central et la responsabilité première de l'ONU dans le parachèvement du processus de décolonisation de ces territoires inscrits sur la liste des territoires non autonomes de l'ONU. Dans cet esprit, il a souligné que l'Algérie continuera à apporter son appui aux efforts de l'ONU et du représentant personnel du secrétaire général.
Côté diplomatie, le président sud-africain Jacob Zuma effectuera à partir de lundi une visite d'État de 3 jours en Algérie sur invitation du président de la République Abdelaziz Bouteflika, indique dimanche un communiqué de la présidence de la République. Les entretiens entre les deux chefs d'État permettront d'approfondir la concertation entre l'Algérie et l'Afrique du Sud sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, parmi lesquelles la paix et la sécurité en Afrique, ainsi que la progression du NEPAD et l'intégration économique africaine, précise le communiqué de la présidence de la République. Cette visite consacrera une nouvelle étape dans le raffermissement des relations traditionnelles de fraternité et de solidarité qui unissent les peuples algériens et sud-africains depuis l'époque de la lutte contre l'apartheid, relève la même source. À cette occasion se tiendra la 6e session de la Haute Commission binationale de coopération algéro-sud-africaine qui donnera une impulsion nouvelle à la coopération multisectorielle ainsi qu'aux échanges entre les deux pays. Sur le plan militaire, le général de corps d'armée et chef d'état-major de l'armée nationale populaire Ahmed Gaïd Salah a supervisé samedi à Alger l'accostage du bateau de commandement et de projection des forces Khaled bin Abbas numéro de bord 474, a indiqué le ministère de la Défense nationale. Le général de corps d'armée a assisté au siège du commandement des forces navales à l'Amirauté à une présentation du navire de guerre doté des derniers équipements technologiques navals les plus sophistiqués et capable d'évoluer et d'intervenir dans un large rayon dans des missions militaires, logistiques et humanitaires, a ajouté la même source dans un communiqué. Le bâtiment dont l'équipage est composé de 150 membres chargés d'accomplir les différentes tâches de commandement et de navigation comprend aussi un hôpital de 60 lits dont 2 réservés à la réanimation, 2 salles d'opération dotées de tous les moyens nécessaires et une plateforme pour hélicoptères vient consolider les forces navales dans le cadre du programme de modernisation de leur flotte. Khaled bin Abbas contribuera ainsi à la montée en puissance des capacités de défense, ainsi qu'au développement et à la consolidation du corps de bataille de l'ANP, a précisé le communiqué. Le général de corps d'armée Gaïd Salah a procédé ensuite à l'inauguration et à l'inspection du navire et a visité ses différents compartiments, où d'amples exposés sur ses composants et ses caractéristiques lui ont été présentés. Le vice-ministre de la Défense a par la suite donné des orientations au commandant et à l'ensemble de l'équipage du bateau, les exhortant à veiller à sa maintenance continue afin de préserver sa disponibilité opérationnelle au plus haut niveau, tout en les sollicitant à faire preuve d'abnégation et de dévouement pour concrétiser la stratégie du haut commandement dans le développement des capacités de combat de nos forces armées et le renforcement de notre défense nationale. Le chef d'état-major de l'ANP a également exhorté le commandant et l'ensemble de l'équipage du bateau à travailler davantage dans un esprit de coopération, de coordination et d'entraide, en s'inspirant du dévouement de nos nobles aïeux qui ont consenti les sacrifices suprêmes pour que vive notre pays souverain, digne et respecté. Sur le sujet des prestations administratives, les délais de livraison du passeport biométrique seront bientôt réduits à 1 semaine ou à 10 jours au plus tard, a affirmé dimanche à Alger le directeur général de la modernisation et des archives au ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, Abdelrazak Hani. Monsieur Henny, qui intervenait sur les ondes de la chaîne 3 de la radio algérienne, a souligné qu'entre 22 000 et 25 000 passeports biométriques sont confectionnés par jour et que 4 500 000 ont déjà été livrés. Il a indiqué que les passeports seront renouvelables même au-delà du 24 novembre 2015, date à laquelle les anciens passeports ne seront plus valables. Le responsable a annoncé que dans 1 semaine, un site web sera lancé pour permettre aux citoyens de suivre l'acheminement de leur dossier de passeport biométrique. Les parents ne seront plus obligés de présenter leurs enfants de moins de 12 ans à la Daïra. Une photo classique qui sera scannée suffira pour leur demande de passeport biométrique, a-t-il expliqué. Monsieur Henny a indiqué que les communes font office de daïra pour la réception des dossiers de passeport. Tout est fait pour être dans les délais concernant la carte d'identité nationale biométrique, alors que le premier permis de conduire biométrique ne sera pas délivré avant l'année 2016. Les documents d'état civil peuvent être retirés dans toutes les 1548 communes du pays et leurs 3000 annexes qui sont toutes reliées à la fibre optique. 60 millions d'actes de naissance sont numérisés et 47 millions ont déjà été retirés, dont 2 600 000 en dehors de la commune de naissance de la personne. Sur les mariages qui ne sont pas notifiés sur les actes de naissance 12, M. Henny a rassuré qu'une instruction a été donnée aux communes pour régler ce problème. Un numéro vert 1100 est mis à la disposition des citoyens pour toutes leurs doléances. Dans le chapitre international, le ministère de l'Intérieur tunisien a indiqué samedi soir que 9 hommes du principal groupe terroriste tunisien, la brigade Oqba ibn Nafa, ont été abattus.
Cette cellule est accusée par les autorités d'être à l'origine de l'attentat du musée du Bardo à Tunis. 9 hommes armés appartenant au principal groupe extrémiste tunisien ont été tués par les forces de l'ordre dans la zone montagneuse de Sidi Aïch, dans le gouvernorat de Gafsa, à environ 50 km de la frontière algérienne, a indiqué dimanche le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Mohamed Ali Aroui. Cette cellule terroriste, surnommée Brigade Oqba ibn Nafa et qui est liée à Al-Qaïda, est accusée par les autorités tunisiennes d'avoir perpétré l'attentat du musée du Bardo du 18 mars et qui a fait 21 victimes. Les 9 étaient parmi les plus dangereux terroristes de Tunisie, a assuré le porte-parole. Ce succès revendiqué par les autorités intervient juste avant une grande marche contre le terrorisme qui doit réunir dimanche en fin de matinée à Tunis des dizaines de milliers de personnes et de hauts responsables étrangers. La cellule terroriste Oqba ibn Nafa est responsable selon les autorités de la mort d'une soixantaine de policiers et militaires depuis décembre 2012. Ce groupe a notamment revendiqué l'attaque l'année dernière contre la maison du ministre de l'Intérieur de l'époque à Qasrin, ville voisine du mont Chambi où se trouve le principal maquis extrémiste en Tunisie. Le Yémen s'est enfoncé dans la guerre ces derniers jours, avec des avancées fulgurantes de la rébellion chiite et de ses alliés vers Aden et de la riposte militaire de la coalition d'une dizaine de pays arabes. Les nombreux bombardements et frappes aériennes sont concentrés autour des infrastructures rebelles au Yémen. Le Yémen s'est enfoncé un peu plus dans le chaos après l'avancée fulgurante des rebelles houthis vers Aden, suivie de la riposte militaire d'une coalition arabe conduite par l'Arabie saoudite pour soutenir le président Abdrabbu Mansour Hadi. Pour la 4e nuit consécutive, des avions de la coalition ont bombardé des cibles de la rébellion des Houthis soutenus par l'Iran. Ils ont concentré leurs frappes sur les infrastructures rebelles. Ils ont visé dans la nuit de samedi à dimanche la piste de l'aéroport de la capitale Sanaa, la mettant hors service, ainsi que le quartier général de la garde républicaine situé à Soubaha dans l'ouest de Sanaa, tuant 15 soldats, a indiqué une source militaire. À Hodeïba, ville portuaire de l'ouest du Yémen contrôlée par les Houthis, les avions de la coalition ont pris pour cible une base aérienne selon des témoins. Et à Saada, dans le nord, une base d'une brigade d'artillerie fidèle à l'ex-président Saleh a été également visée par un raid. À Aden, des combats nocturnes entre pro et anti-Houthis ont fait au moins 20 morts, portant le bilan des violences depuis jeudi à près de 100 tués. L'opération se poursuivra jusqu'à ce que la milice des Houthis se retire et dépose les armes, a déclaré le secrétaire général de la Ligue arabe, Nabil al-Arabi, à Sharm el-Sheikh, où s'est tenu un sommet arabe en partie consacré à la crise yéménite. Le président Hadi, qui a quitté Aden jeudi pour l'Arabie saoudite, a regagné samedi Riyad en compagnie du roi Salman. Après avoir participé au sommet de Sharm el-Sheikh, il n'a pas l'intention de rentrer au Yémen dans l'immédiat. Les chefs d'État de la Ligue arabe réunis au sommet en Égypte se sont mis d'accord sur le principe de créer une force militaire conjointe, notamment pour combattre les groupes terroristes, a annoncé dimanche le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. La Ligue arabe a exprimé depuis plusieurs mois le besoin de la constitution d'une force conjointe face à la montée en puissance de l'organisation terroriste Daesh en Irak et Syrie et sa progressive installation en Libye et dans le Sinaï égyptien. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi est parmi les plus engagés pour la concrétisation du projet et l'annonce dimanche de l'accord de principe des chefs d'État a été annoncée par lui-même. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'une décision majeure a été prise au regard de tous les troubles dont souffre le monde arabe, des défis sans précédent posés par des groupes terroristes, s'est félicité Nabil al-Arabi. Outre les groupes terroristes, il est certain que la crise yéménite, avec l'émergence de la milice chiite houthi alliée de l'Iran et la crainte de l'extension de l'influence de ce dernier dans la région, a imposé aux dirigeants d'aller vers un consensus. Une commission de hauts responsables de chaque État membre, sous la supervision de leur chef d'état-major, auront un mois pour présenter des recommandations sur la composition de la force, ses objectifs, ses modalités de mise en œuvre et son budget. Puis ces recommandations devront être entérinées dans les 4 mois à venir par les ministres de la Défense selon la résolution adoptée à Sharm el-Sheikh. Même si 21 des 22 membres de la Ligue ont adopté la résolution, le siège de la Syrie restant vide, des dissensions persistent quand même quant à ses objectifs. Elles peuvent retarder, même entraver, la mise en place de cette force. Le ministre des Affaires étrangères irakien Ibrahim el-Jafari avait ainsi confié samedi que son pays avait des réserves concernant la formation de cette force, car il n'y avait pas eu d'études préliminaires. En Syrie, l'armée s'est repositionnée dimanche autour d'Idleb après la conquête de cette grande ville par Al-Qaïda, qui pourrait en faire la capitale des territoires qu'il contrôle dans le nord-ouest de la Syrie. Une coalition se faisant appeler
l'armée de la conquête, menée par les combattants de Nusra et appuyée par d'influents groupes terroristes rebelles comme Harar al-Shem, a pris le contrôle de la ville après seulement 5 jours de combat qui ont fait plus de 170 morts selon un bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La perte samedi d'Idleb, une capitale provinciale, après celle de Raqqa, devenue la capitale de Daesh, est un coup dur pour le régime de Bachar al-Assad. La prise de la ville a été saluée par de nombreuses composantes de l'opposition syrienne. Cependant, cette victoire affaiblit les rebelles dits modérés, soutenus par l'Occident, qui sont déjà dans une position difficile. Les médias officiels syriens ont affirmé que les forces loyalistes se repositionnaient à la périphérie d'Idleb pour pouvoir faire face aux bataillons terroristes. Une source médiatique indépendante a rapporté que des troupes étaient parvenues avec succès à se regrouper au sud de la ville et des renforts de l'armée ont été envoyés pour reprendre le contrôle des zones restées vides après l'évacuation de la population vers des lieux sûrs. Au Nigeria, quelques 300 bureaux de vote ont rouvert ce dimanche, au lendemain d'une première journée marquée par de nombreux problèmes techniques, mais aussi par une forte participation à la présidentielle, la plus serrée de l'histoire du pays. Selon la commission électorale indépendante, l'enregistrement des électeurs, un préalable avant le vote, devait reprendre à 8 heures locales dans ces 300 bureaux sur 150 000 dans tout le Nigeria, où les lecteurs de cartes électorales biométriques utilisés pour la toute première fois au Nigeria n'ont pas fonctionné samedi. Au total, quelques 69 millions d'électeurs sur les 173 millions d'habitants du Nigeria doivent élire le président, les 109 sénateurs et les 360 députés dans le pays le plus peuplé d'Afrique, premier producteur de pétrole et première puissance économique du continent. Plusieurs bureaux de vote ouverts dimanche vont retenter l'utilisation des lecteurs biométriques, tandis que d'autres les ont remisés d'office pour revenir à des méthodes d'identification manuelle classiques. Le porte-parole du gouvernement Mike Omeri a fait état d'un taux de participation record, sans toutefois donner de chiffres. Cette participation, selon lui, représente un triomphe pour la démocratie malgré les problèmes logistiques. Le Congrès progressiste de l'ancien général Muhammadu Buhari, principal adversaire du président sortant Goodluck Jonathan à la présidentielle, a défendu le nouveau système d'enregistrement biométrique des électeurs durant toute la campagne électorale, considérant qu'il permettrait d'éviter les fraudes électorales fréquentes au Nigeria. Mais le Parti démocratique populaire de M. Jonathan y est opposé depuis le début et a souvent répété qu'il était trop risqué de l'expérimenter pour la première fois pour un scrutin de cette importance. Le président Goodluck Jonathan, candidat à sa réélection, a voté samedi dans son village natal, majoritairement chrétien, et a lui-même été victime de dysfonctionnement du nouveau système de lecture de cartes électorales. M. Buhari, qui a voté samedi après-midi dans son fief de Dora en plein nord musulman, a dénoncé toutes ses pensées négatives sur l'élection nigériane qui n'ont pas lieu d'être, 5 États au maximum ayant été affectés par les dysfonctionnements. Dans ce scrutin serré, les deux candidats étant donnés très proches par les commentateurs et la question des défaillances de l'enregistrement des électeurs devrait alimenter de nombreuses polémiques tout au long de la journée. Des résultats partiels devraient être publiés dans la journée et les résultats définitifs sont attendus 48 heures après la fermeture du dernier bureau de vote. L'interdiction de circuler en vigueur samedi n'a pas été reconduite dimanche, mais les forces de l'ordre restent sur le qui-vive dans un pays où les passions et instrumentalisations politiques attisent souvent des tensions religieuses et ethniques. Des hommes armés ont abattu samedi 7 Nigérians dans 4 villages de l'état de Gombe, souvent ciblés par Boko Haram par le passé. Un député de l'état de Borno a par ailleurs annoncé samedi que 23 villageois avaient été décapités la veille au soir dans la localité de Bouaté, sans que l'on sache s'il y avait un lien avec les élections. Nucléaire iranien, les chefs de la diplomatie des grandes puissances étaient attendus au grand complet ce dimanche à Lausanne pour tenter de donner l'impulsion finale aux interminables négociations sur le nucléaire, censées aboutir avant le 31 mars. Signe que les discussions pourraient durer jusqu'à la dernière minute de la date butoir. Le secrétaire d'État américain John Kerry a annulé un voyage qu'il devait effectuer lundi à Boston pour rester à Lausanne et tenter de résoudre les problèmes qui bloquent encore un accord. À l'exception des Russes Sergei Lavrov et Britanniques Philippe Hammond, attendus plus tard dans la journée, tous les chefs de la diplomatie du groupe 5+1 étaient sur place dimanche pour l'épilogue de ce feuilleton. Le dernier à faire son apparition, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, qui est arrivé dans la matinée. La veille, Laurent Fabius et Frank-Walter Steinmeier avaient rejoint les négociations, menées tambour battant depuis des mois par les deux poids lourds du dossier, l'américain John Kerry et l'Iranien Mohammad Jawad Zarif. Les deux hommes, engagés depuis 1 an et demi dans des tractations éprouvantes et laborieuses, ont besoin d'un accord d'étape qui puisse leur permettre de tenir le cap et d'acheter du temps face à leurs faucons respectifs et face aux puissances régionales hostiles à tout compromis, parmi elles Israël. La date fixée pour un accord final, incluant toutes les annexes techniques de ce dossier extrêmement complexe, est fixée au 30 juin.
Mais la fin mars est une étape très importante pour permettre aux négociations de se poursuivre, reconnaissent plusieurs diplomates. Plusieurs négociateurs ont fait preuve samedi d'une certaine confiance sur la possibilité de venir à bout des derniers obstacles. L'objectif de l'accord recherché est de s'assurer que l'Iran ne cherchera pas à se doter de la bombe atomique en échange d'une levée des sanctions internationales qui asphyxient son économie. Téhéran demande la levée totale des sanctions internationales, particulièrement les mesures décidées par l'ONU, alors que pour les pays occidentaux, cela ne peut se faire que graduellement. L'Iran insiste également pour pouvoir faire de la recherche et du développement, notamment afin d'utiliser à terme des centrifugeuses plus modernes et plus puissantes pour enrichir l'uranium. Mais les pays occidentaux et Israël estiment que le développement à terme de telles centrifugeuses permettra à l'Iran de réduire le breakout, temps nécessaire pour avoir suffisamment d'uranium enrichi pour fabriquer une bombe atomique. On en arrive maintenant à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à bientôt sur Numedia News.